Bientôt, on ne devra plus seulement se préoccuper de la pollution terrestre, mais également de la pollution spatiale. Après avoir bien pollué la Terre, voilà que l'on pollue l'espace, et cela depuis 1957, l'année où le premier satellite a été envoyé en orbite. Depuis, si on en croit le Bureau des Affaires spatiales de l'ONU, un peu plus de 8000 satellites ont été envoyés dans l'espace. Moins de 5000 d'entre eux seraient encore en orbite et moins de 2000 seraient actifs. Mais dans l'espace, il n'y a pas que des satellites, mais également des objets, coiffes, réservoirs de fusées ou autres morceaux, et des millions de débris. Lorsque l'on voit des images de l'orbite terrestre, des points blancs sont placés afin de montrer où les satellites se trouvent. Mais ces points sont en réalité énormément augmentés. En photo, les satellites et débris ne devraient pas être visibles, ou du moins peu visibles. Mais ces objets et débris se trouvent toujours dans l'orbite terrestre et menacent les satellites actifs. L'espace est donc composé de millions de déchets dus à l'activité humaine. 8000 tonnes d'engins spatiaux sont en orbite autour de la Terre, et plus de 6000 tonnes sont des débris ou satellites hors service. Car oui, une fois la mission du satellite terminée, il sert de fonctionner et crée un nouveau débris. Mais alors qu'il y a des tonnes de débris en orbite, SpaceX, une grande entreprise américaine travaillant dans le domaine de l'aéronautique et du vol spatial, a été autorisée à placer en orbite terrestre une constellation de 11 943 satellites dès 2020. Pour le moment, le risque de collision est contenu. Mais l'espace étant de plus en plus pollué, les risques augmentent et on pourrait bientôt arriver au syndrome de Kessler. C'est-à-dire lorsque le nombre de débris retombant dans l'atmosphère est inférieur au nombre de ceux générés par la collision des débris existants. Dans ce cas, la pollution continuera d'augmenter même sans aucune activité humaine. Certaines orbites deviendraient alors impraticables. Si on ne résout pas ce problème de pollution et que l'on continue à envoyer des satellites, le trafic va devenir intense et l'activité ne pourra pas continuer et finira par s'autodétruire. Le problème, c'est que l'espace est devenu indispensable à la vie humaine, et la destruction d'un satellite peut avoir de graves conséquences. Si un satellite de positionnement heurte un débris, un avion de ligne pourrait avoir un accident. Les satellites sont également indispensables à la télécommunication et à l'observation. Mais ce sont les risques de retombées qui préoccupent le plus les experts. C'est déjà arrivé de nombreuses fois, que ce soit des débris de satellites ou de fusées, et en 2013, c'est un débris de fusée qui est retombé en Afrique. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? En fait, pour placer un satellite, on a besoin d'une fusée. Celle-ci est composée de différents étages qui retomberont sur Terre de façon contrôlée, sauf le dernier étage qui, lui, va orbiter quelques années avant de retomber, et sa rentrée n'est pas toujours contrôlée. De plus, les engins spatiaux retombant sur Terre peuvent contenir des produits toxiques comme l'hydrazine, un combustible nocif, inflammable et explosif, utilisé pour la propulsion des moteurs. Des mesures ont été prises afin d'éviter de polluer la Terre et l'espace des suites à l'exploration spatiale. La LOS, la loi sur les opérations spatiales, stipule que tout ce qui est lancé doit disparaître au bout de 25 ans, soit ramené, soit détruit ou se rendre sur une orbite cimetière. Il faut donc prévoir dans le fonctionnement et le design du satellite qu'il disparaisse lors de sa rentrée dans l'atmosphère grâce à l'énergie thermique qui provoquerait une grosse chaleur et détruirait le débris ou satellite. Des initiatives ont été prises afin de diminuer cette pollution tant terrestre que spatiale. Karman, un satellite belge créé par l'Institut von Karman, vient d'ailleurs de quitter Terre afin de mieux comprendre comment certains débris spatiaux reviennent sur Terre. Le but de ce satellite de 30 cm de long est de survivre à la rentrée atmosphérique. D'habitude, les satellites brûlent et sont totalement détruits. Pour que Karman survive, une importante protection thermique en liège a été placée à l'avant du satellite. Montrer qu'un si petit satellite peut survivre à la rentrée atmosphérique permettrait de tester et valider des matériaux de protection thermique. Si Karman réussit sa mission, il pourrait être considéré comme la base d'un objet d'étude sur la dégradation des matériaux et gros satellites lors de la rentrée dans l'atmosphère et ainsi évoluer vers des satellites qui se désintègrent complètement. Ce satellite s'intéresse donc aux débris qui retombent sur Terre, mais d'autres recherches sont en cours d'élaboration pour diminuer les débris déjà présents dans l'espace. On a pu voir des CubeSats qui déploient une grande voile et cette voile va freiner le satellite à la fin de sa mission et en une dizaine de jours, ce satellite tombera et libérera une place en orbite. Il y a aussi des satellites qui attrapent des débris ou des satellites hors service grâce à un système de filets ou de harpons. Les initiatives prises pour stopper la pollution sont bonnes, mais les scientifiques demandent que davantage de réglementations internationales soient prises avant que l'espace ne se retrouve dans le même état que la mer à cause de l'activité humaine. Actuellement, seule la France a adopté une loi traitant des débris spatiaux.